bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. On parle tout d'abord des experts économiques qui confirment que le Rwanda a franchi une étape importante vers une véritable indépendance économique suite à la publication du projet de loi fixant le budget national dans 2025-2026. Patrick Nidendi nous en dit plus. Le Rwanda continue de bâtir son économie sur ses ressources internes et de trouver des solutions plutôt que de continuer à attendre l'aide et l'assistance étrangère. Le budget gouvernemental 2025-2026, présenté par le ministre des Finances et de la Planification économique, Youssouf Murangwa, approuvé par le Parlement, devrait provenir en grande partie des ressources nationales. À l'exemple du budget national 2014-2015 qui s'élevait à 1753 milliards de francs rwandais, dont plus de 660 milliards, 38% provenaient de l'aide étrangère, et comparativement au budget 2023-2024 qui s'élevait à plus de 5 690 milliards de francs rwandais, dont 83,2% financés par le Rwandais et seulement 12,7% par l'aide extérieure. Les analystes économiques affirment que la réduction de l'aide et de l'assistance étrangère à moins de 9% par un pays comme le Rwanda constitue une étape majeure vers l'indépendance et une réduction de la pression exercée par les pays donateurs ou les organisations financières internationales. D'autre part, les analystes économiques saluent également les récentes mesures prises par le gouvernement pour réformer la législation fiscale afin d'accroître le nombre des contribuables plutôt que d'augmenter l'impôt lui-même. Le budget 2025-2026 prévoit que 4 105,6 milliards de francs rwandais proviendront des impôts nationaux, 2 151,9 milliards de francs rwandais des emprunts extérieurs et 585,2 milliards de francs rwandais des subventions et aides étrangères. Le ministère des Finances et de la Planification économique explique que plus de 91% de ce budget proviendra des ressources nationales, tandis que seulement 9% environ proviendront des subventions et aides étrangères. Changeons d'angle pour parler des experts en éducation de la petite enfance qui estiment qu'il est essentiel d'enseigner la gouvernance politique aux jeunes afin de les aider à développer un sens à la vie et un amour pour leur pays. Suivons les détails. Apprendre la gouvernance aux enfants implique également de découvrir le système politique du pays, notamment les processus d'élaboration de lois et d'autres sujets connexes. Interrogés par Arabi, certains jeunes affirment que l'apprentissage de la gouvernance et de la compréhension de son fonctionnement leur sont très bénéfiques. Le député Bitunguramye Diogène, membre de la commission de l'éducation et de la technologie, souligne que toutes les écoles du Rwanda devraient participer à l'enseignement de la gouvernance aux enfants. Il s'agit d'inculquer le patriotisme aux jeunes et de les aider à comprendre la vision du pays. L'objectif principal est de leur inculquer les valeurs fondamentales de la République du Rwanda telles qu'énoncées à l'article 9 de la Constitution, à savoir l'unité, le travail et le patriotisme. Ces principes fondamentaux de la République du Rwanda englobent tout ce que les jeunes doivent savoir et il est important qu'ils les comprennent et les respectent. Au Rwanda, un grand nombre de jeunes se familiarisent avec la gouvernance et la politique grâce au programme Itorero lancé par le gouvernement. Lors des discussions avec des membres du Forum africain des parlementaires contre la corruption, des étudiants de l'Université du Rwanda, Collège de Gisenyi, ont promis de jouer un rôle plus actif dans la lutte contre la corruption dans leurs écoles et au sein des administrations locales afin d'éviter qu'elles ne compromettent le développement du pays. La promotion des valeurs culturelles rwandaises comme catalyseur pour l'éradication de la corruption dans la société rwandaise ainsi que la reconnaissance des méfaits de la corruption et de ses conséquences sur l'économie nationale sont les thèmes abordés par les étudiants de l'Université du Rwanda
collège de Gisenyi, avec les forums africains des parlementaires contre la corruption. Au cours de leurs différentes interventions, les étudiants ont souligné les lacunes persistantes en matière de corruption, notamment au sein des administrations locales. Bien qu'ils ne disposent d'aucune preuve matérielle, les étudiants ont évoqué des allégations de corruption au sein du système éducatif, tels que l'achat des notes et la corruption et les favoritismes à travers des rapports sexuels éducateurs et étudiants, où des enseignants ont des relations sexuelles avec leurs étudiants. Le sénateur Ngarambe Tedesfor, président de la coalition des parlementaires africains contre la corruption, affirme que la sensibilisation de jeunes des établissements d'enseignement supérieur et des universités aux méfaits de la corruption n'a pas été prise en compte jusqu'à maintenant, mais que les choses changent. En effet, le Rwanda s'est fixé comme objectif d'éradiquer la corruption d'ici à 2050. Or, d'ici là, les jeunes formés aujourd'hui siégeront aux instances décisionnelles du pays de demain. Cette campagne, lancée par la coalition des parlementaires africains, touchera 18 établissements d'enseignement supérieur et universitaires dans 14 régions, afin d'expliquer aux étudiants et aux enseignants les effets de la corruption sur le développement du pays. Le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales et ses institutions affiliées ont rendu hommage vendredi à plus de 800 de leurs anciens employés morts lors du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Je vous propose le reportage suivant. Les participants ont commencé par rendre hommage aux victimes de la tragédie, puis ont déposé des gerbes de fleurs sur les monuments où est inscrit les noms des anciens employés du Minagri, le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales, et de ses institutions affiliées, morts lors du génocide perpétré contre les Tutsis. Les dirigeants et employés du Minagri ont par la suite visité les mémorials du génocide de Kigali afin de mieux comprendre l'histoire qui a marqué le génocide et de prendre le temps de réfléchir à leur rôle dans la construction de l'unité et de la résilience. Un ancien employé de l'Institut national de recherche agricole, ISAR, Abiyalimana Antoine, a témoigné sur le parcours difficile traversé pendant les génocides et a remercié l'armée patriotique rwandaise APR qui l'a secouru et aidé à se reconstruire. Les représentants des familles des employés du Minagri massacrés lors de cette tragédie, Sengimana Joseph, a indiqué que cette commémoration revêt une grande importance pour les rescapés du génocide car elle les aide à se reconstruire. Le représentant adjoint de l'organisation Ibuka, Blaise Nzihire, a remercié le Minagri pour l'organisation de cette commémoration, soulignant qu'il est de la responsabilité de tous, les Rwandais, de lutter contre tout individu ou groupe qui minimise le génocide perpétré contre les Tutsis. Le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, Dr Marc Cyubahiro Bagabe, a remercié les rescapés pour le courage dont ils ont fait preuve en se réconciliant avec ceux qui ont participé au génocide contre les Tutsis. À ce jour, sur plus de 5 900 employés du Minagri et de ses institutions affiliées, plus de 800 ont été identifiés comme ayant été tués lors du génocide perpétré contre les Tutsis. Parlons maintenant de la santé et le développement humain dans le cadre de la journée scientifique 2025 qui se tiendra le 18 juin à Paris sous le thème « La santé communautaire entre innovation et contrainte ». Nous allons recevoir aujourd'hui Marie Vicard qui est experte en santé communautaire. Bonjour Marie. Bonjour Landine.
Pourriez-vous nous parler de la santé communautaire dans votre domaine? Oui, merci d'abord de m'avoir invité aujourd'hui. Je commencerai peut-être par rapidement dire que Expertise France fait partie du groupe Agence française de développement et ensemble avec nos collègues, nous mobilisons les outils de coopération pour appuyer les priorités sanitaires rwandaises. Et aujourd'hui, la santé est devenue l'un des principaux secteurs de collaboration entre nos deux pays, avec près de 250 millions d'euros investis depuis 2019. Alors pourquoi la santé communautaire ? Expertise France, à travers le programme, l'initiative que je représente aujourd'hui, a mis au cœur de ses appuis et de ses investissements la santé communautaire. Depuis près de 40 ans que la santé communautaire a été théorisée et intégrée à la santé primaire, aujourd'hui il est devenu indéniable, évident que ces approches de santé communautaire sont absolument indispensables si on veut espérer avoir des résultats dans notamment les 3 grandes maladies qui sont notre mandat à l'initiative, c'est-à-dire le paludisme, le VIH et la tuberculose. Donc, dédier une journée, cette journée scientifique qui est la 2e édition de la journée scientifique de l'initiative, qui aura lieu effectivement à Paris mercredi prochain, était essentiel pour mettre en lumière les challenges, parce qu'il y a des difficultés, mais aussi les avancées formidables qui existent pour essayer de consolider ce sujet. Voilà, vous avez aussi participé, vous savez, le 29 mai, donc la dernière semaine, le ministère de la Santé, par l'intermédiaire de Rwanda Biomedical Center, a lancé un projet transformateur visant à créer donc une plateforme numérique alimentée par l'intelligence artificielle. Où est-ce que quelle est tout d'abord votre appréciation par rapport à cette journée scientifique? Est-ce que le Rwanda va apporter? La santé communautaire, ce sont d'abord des agents de santé communautaire. Et le Rwanda est un exemple vraiment sur tout le continent, avec ses 58 000 agents de santé communautaire qui, au quotidien, travaillent auprès des familles, des villages où ils sont postés, pour répondre aux problématiques de santé de maman, des enfants, maladies infectieuses, on parlait du paludisme juste avant, pour leur prodiguer des conseils, leur apporter des traitements. Un tel système, avec 58 000 agents de santé communautaire, nécessite un engagement continu du gouvernement pour faire tourner le système, mais aussi continuellement trouver des nouvelles manières de travailler pour s'adapter aux changements que les maladies nécessitent. Et donc, le programme de santé, la santé communautaire au Rwanda est vraiment souvent cité en exemple. Et aujourd'hui, le projet dont vous venez parler, c'est un projet justement qu'on est très heureux de soutenir financièrement, puisqu'il va justement essayer d'aller chercher la force du digital, donc vraiment continuer de digitaliser les outils que les agents de santé communautaire utilisent au quotidien dans les communautés pour avoir de meilleurs conseils, pour être mieux guidés dans les traitements qu'ils vont apporter aux familles et aussi peut-être pour être mieux formés grâce notamment à l'intelligence artificielle. Et si on revient alors sur le deuxième point pour parler de cette journée, mais quels enseignements issus du terrain, puisque vous êtes sur terrain rwandais, pourraient enrichir les échanges lors de la journée scientifique 2025 ? Mais c'est justement des enseignements qui montrent déjà le caractère fondamental et indispensable des agents de santé communautaire. Le Rwanda est parvenu au gain de santé publique qu'il a atteint depuis 30 années grâce à cet investissement fort dans la santé communautaire. Je vous parlais des 58 000 agents de santé communautaire. Mais ces agents de santé communautaire, il faut les former pour qu'ils aient des connaissances à jour, il faut les superviser et il faut ensuite s'assurer qu'ils puissent bien orienter les patients vers les postes de santé, les centres de santé, etc. Donc, ce sont vraiment ce type d'enseignements que les partenaires rwandais pourront transmettre aux autres participants de la journée scientifique la semaine prochaine. Et par rapport au fait de renforcer la durabilité des innovations en santé, en termes de partenariat, quelle est votre appréciation ? Bon, sachez d'abord que notre programme, l'initiative, finance des projets, contribue à des priorités qui sont apportées par nos partenaires.
le ministère de la Santé, Rwanda Biomedical Center, les ONG nationales avec lesquelles nous travaillons. Et ces priorités émanent des priorités stratégiques du pays, le NST2, le HSSP5, vous savez, la stratégie de santé du Rwanda. Donc c'est en proposant des projets portés et mis en œuvre par les acteurs nationaux que cette question de durabilité peut être bien répondue, si vous voulez. Alors, avant de vous laisser partir, parlons de la journée scientifique, parce que c'est très important de savoir que c'est le thème de la santé communautaire entre innovation et contrainte. Qu'est-ce que ça représente, donc, cette journée pour la contribution, puisqu'il y a aussi un prix qui a été offert donc, c'est dans le produit, comme une solution. Pourriez-vous nous parler de cette solution? Peut-être je commencerai par dire que cette journée scientifique, pour nous, c'est l'occasion de rassembler nos partenaires des 40 pays prioritaires que nous appuyons, dont fait partie le Rwanda. C'est l'occasion de s'arrêter une journée et que nos partenaires et nous puissions partager ces difficultés, puissent partager aussi les avancées et voilà, apprendre les uns des autres. Et les partenaires que nous rassemblons sont des partenaires institutionnels. On a parlé du ministère, de RBC. Ce sont les partenaires non gouvernementaux, comme les ONG, mais ce sont aussi les partenaires issus du monde de la recherche, parce qu'il faut bien aller démontrer que ces innovations fonctionnent. On ne peut pas simplement déclarer que c'est une innovation. Donc, on espère bien que l'ensemble des partenaires vont pouvoir partager, s'enrichir de tout ce qui fonctionne dans d'autres contextes et peut-être repartir même avec des nouvelles collaborations. Peut-être que j'en profiterai pour peut-être dire que c'est vrai qu'on parle de challenge. De quel challenge on parle? Aujourd'hui, vous savez que la santé mondiale est durement affectée par des suspensions brutales, parfois, de financeurs historiques. Dans ce contexte qui est vraiment difficile, parce qu'une partie de nos pays partenaires dépendait fortement de ces financements extérieurs. Il y avait un sujet intéressant d'ailleurs en début de votre émission à ce sujet. Il va falloir d'abord que les gouvernements, et le Rwanda a déjà pris de l'avance dessus, que les gouvernements augmentent leurs contributions propres à leur système de santé selon leurs priorités à eux. Et c'est vrai que la santé communautaire en fait partie. Pour nous, cette journée scientifique, ça sera l'occasion que les participants rwandais puissent justement parler du système rwandais de santé communautaire. Ce système rwandais, on en parlait, s'appuie sur 58 000 agents de santé communautaire, mais ce système est extrêmement conséquent. Et si on veut s'attaquer à cette question de durabilité de la santé communautaire, il y a un virage qui doit être pris et que le Rwanda a déjà pris en annonçant, il y a un an, vouloir améliorer la reconnaissance des agents de santé communautaire. C'est-à-dire qu'une partie de ces agents de santé communautaire pourront être professionnalisés. Être professionnalisé, ça doit aussi d'abord être, basé sur une formation solide, certifiante. Et ça, ce sont autant d'étapes que le Rwanda a pris et que le Rwanda va pouvoir aussi transmettre lors de cette journée scientifique. Et je finirai par deux choses. Une première chose, c'est de dire que dans les autres innovations ou réformes courageuses que le Rwanda a prises, il y a celle de la réforme 4x4, qui est une réforme qui vise à augmenter le nombre de ressources humaines en santé. On parle des infirmières, infirmiers, des sages-femmes, des médecins, mais les agents de santé communautaire professionnalisés pourront faire partie de cette réforme, on l'espère. Et le deuxième point de cette réforme, c'est aussi d'améliorer les compétences pour que, in fine, la qualité soit meilleure et que les maladies reculent. Pour finir, nous sommes très heureux d'accueillir 3 participants du Rwanda qui représenteront le Rwanda Biomedical Center et SFH pour justement parler du projet dont vous parliez au début. C'est-à-dire que c'est un projet extrêmement innovant qui va vraiment essayer de se baser sur les forces du digital, les forces de l'intelligence artificielle pour guider au mieux les agents de santé communautaire pour qu'ils aient des soins qui soient extrêmement forts, de qualité et adaptés à chaque personne qu'ils rencontrent, mais aussi qu'ils soient bien supervisés et bien connectés avec leur centre de santé. Oui. Merci beaucoup. Un dernier message pour expliquer l'importance que tout ceci est la responsabilité de tout un chacun pour faire une priorité à la santé communautaire, parce qu'on pense que c'est pour ceux du secteur de la santé. Quel message pourriez-vous donner à ceux qui nous suivent?
C'est une grande mission que vous me donnez là. Oui, la santé, c'est d'abord l'affaire de chacun. Chacun pour soi, chacun pour sa famille, sa communauté. Et la santé, c'est d'abord et avant tout un état global de bonne santé. On parle de santé mentale, on parle de santé, bien sûr, physique, et de santé qui intéresse la communauté en entier. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Marie Vicard, vous êtes de l'Expertise France et vous venez de me partager votre point de vue sur les projets autour de la santé communautaire et surtout sur la journée scientifique qui se tiendra la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup. On continue l'actualité pour parler des analystes économiques qui appellent à la poursuite des efforts pour contrôler les prix des produits de première nécessité. On va écouter ça avec Patrick Nilidandi. En mai 2025, les prix dans les villes ont augmenté de 6,9% par rapport à mai de l'année dernière en 2024, soit une hausse supérieure à celle de 6,3% observée en avril 2025. Cette hausse est principalement due à la hausse de prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées de 9,2%, à celle des prix du logement, de l'eau, de l'électricité, du gaz et des autres combustibles de 3,3%, à celle des transports de 3,7% et à celle des denrées alimentaires et de l'hébergement de 16,6%. Entre mai 2024 et mai 2025, le prix des produits non alimentaires et énergétiques ont augmenté de 6%. Sur une base mensuelle, par rapport à mai 2025 et avril 2025, les prix ont augmenté de 0,6%, principalement en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées qui ont augmenté de 0,5%. Cette hausse de prix pourrait affecter les moyens de subsistance de la population, en particulier les personnes à faible revenu. Toutefois, la Banque centrale du Rwanda, BNR, a décidé de maintenir le taux d'intérêt directeur à 6,5% afin de réduire la hausse de prix et de soutenir l'économie nationale. Les analystes économiques appellent à la poursuite des efforts pour contrôler les prix des produits de première nécessité et aider la population à se procurer de la nourriture à bas prix, en particulier en période de changement climatique et d'une conjoncture économique internationale difficile. En mai 2025, les prix dans les zones rurales ont augmenté de 8,2% par rapport à mai 2024. En avril 2025, ils avaient augmenté de 6,9%. La hausse de prix en mai 2025 s'explique notamment par la hausse de 10,3% des prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées, ainsi que de 7,1% des prix des boissons alcoolisées et du tabac. Entre avril 2025 et mai 2025, les prix ont diminué de 0,4%. Cette baisse est principalement due à la baisse de 1,2% des prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées. On continue avec l'actualité pour parler du gouvernement du Rwanda qui s'apprête à soutenir des investissements dans des projets de développement clés tels que la construction du nouvel aéroport international de Kigali. Ce projet devrait être mis en œuvre dans le cadre du budget 2025-2026, dont le projet de loi qui a été approuvé par le Conseil des ministres du 9 juin dernier. Les principaux projets du gouvernement rwandais prévus dans le budget 2025-2026 est un investissement de 699,4 milliards de francs rwandais destiné à la construction d'un nouvel aéroport international de Kigali en construction en district de Bugesera et au développement des activités de la compagnie aérienne nationale rwandaise. Cet investissement sera réalisé en temps réel, comme l'explique l'économiste Teddy Kaberuka. Je pense que les investissements importants ayant mobilisé des fonds conséquents avant les débuts de ce programme NCT2, et vous le savez, le projet aéroport a débuté en 2017. Il a arrêté maintenant en chemin, n'est pas le terminé, le pays va perdre beaucoup. Pour ma part, je pense que c'est un projet prioritaire.
Le gouvernement va investir dans ce projet visant à promouvoir les transports aériens, ce qui devrait stimuler les exportations et attirer de nouveaux investisseurs, comme l'a analysé Seth Kwizera, directeur du réseau de recherche sur les politiques économiques. Si vous voyez de nombreuses compagnies aériennes choisir la destination Kigali, comme South African Airlines, cela montre le dynamisme économique du Rwanda et cela va attirer d'autres grandes compagnies. Le ministre des Finances et de la Planification économique, Youssouf Mulangwa, a récemment déclaré aux députés que dans le budget de l'État 2025-2026, le gouvernement rwandais accorderait la priorité aux activités clés qui contribuent au développement et à la relance économique du pays. Les priorités de notre action vont se baser sur deux piliers. La mise en application du programme NCT2 et la vision 2050. Le Conseil des ministres du 9 juin 2025 a approuvé le projet de loi fixant le budget de l'État pour l'exercice 2025-2026 d'un montant de 7 032,5 milliards de francs rwandais, soit une augmentation de 21% par rapport au budget révisé de l'exercice précédent 2024-2025 qui s'élevait à 5 816,4 milliards de francs rwandais. Voilà, c'est par ici que nous pourrons faire l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikomasabo. D'ici là, portez-vous bien.